Je pensais connaître ma femme après 18 ans de mariage. Lorsqu'elle m'a promis une petite réunion tranquille avec des collègues tout en m'envoyant, moi et notre fils autiste, loin de la maison, je lui ai fait confiance. Mais quelque chose ne tournait pas rond, alors je suis rentré plus tôt. Ce que j'ai découvert dans ma cuisine m'a fait bouillir de rage. Des mois de mensonges qui allaient tout détruire. Je m'appelle Christophe Martin, mais tout le monde m'appelle Chris. J'ai 42 ans et je dirige une entreprise de dératisation et désinsectisation ici, dans la banlieue de Lyon. Ce n'est pas un travail glamour, mais ça paie les factures et permet à notre famille de vivre confortablement. Julie travaille comme coordinatrice dans une association caritative en centre-ville, un domaine qui la passionne. Nous avons Théo, notre fils de 10 ans, qui est sur le spectre de l'autisme. C'est un enfant brillant, passionné par les trains, il en sait plus sur les locomotives que la plupart des adultes. S'occuper de lui demande de la patience et une routine stricte, ce que Julie et moi avons appris à fournir au fil des années. Ce vendredi soir avait commencé comme n'importe quel autre. Je terminais un chantier chez Madame Dubois. Des termites dans son garage, quand Julie a appelé vers 17h30. « Salut chérie. » Sa voix semblait inhabituellement joyeuse, presque trop enjouée. « Écoute, quelques filles du boulot veulent se réunir ce soir. Rien de grandiose, juste un petit apéro tranquille à la maison. On va peut-être commander des pizzas, discuter un peu. » J'ai essuyé la sueur de mon front en chargeant mon matériel dans la camionnette. Ça a l'air sympa. On parle de combien de personnes? Oh, juste quelques-unes. Sarah de la compta. Peut-être Lisa et son mari. Tu vois le genre. Très décontracté. Elle marqua une pause. En fait, pourquoi tu n'emmènerais pas Théo chez ton frère pour la soirée? Tu sais comment il réagit quand il y a des inconnus à la maison, et ça te ferait du bien aussi de passer une soirée entre hommes. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Julie savait que la routine de Théo était sacrée, surtout le week-end. La perturber pour une réunion informelle semblait bizarre, mais elle avait raison sur le fait que le bruit pourrait l'affecter. Tu es sûr? C'est un peu dernière minute pour refiler le petit à Damien. J'ai déjà appelé. Damien a dit que le timing était parfait. Il voulait montrer à Théo sa nouvelle maquette de train. Bref, tout semblait assez raisonnable. Julie avait travaillé dur ces derniers temps, gérant des responsabilités accrues à l'association. Elle méritait une soirée pour décompresser avec des amis, et Théo adorerait passer du temps avec son oncle, surtout s'il y avait des trains impliqués. D'accord, dis-je en démarrant la camionnette. Je passe chercher Théo et on file chez Damien. Amusez-vous bien. Merci, Chris. Tu es le meilleur. Je t'aime. Je t'aime aussi. En rentrant chez moi, quelque chose me tracassait. C'était peut-être la rapidité avec laquelle elle avait organisé la soirée pyjama de Théo, ou la façon dont elle semblait presque impatiente de nous voir partir tous les deux. Mais j'ai chassé ses pensées. Après 18 ans ensemble, on apprend à faire confiance à son partenaire, non? Si seulement j'avais su alors ce que j'allais découvrir. J'ai déposé Théo chez Damien vers 19h30. Mon frère était tout excité de montrer la nouvelle pièce de sa collection de trains miniatures, une réplique détaillée d'une locomotive diesel des années 50 vers laquelle Théo s'est immédiatement dirigé. En voyant le visage de mon fils s'illuminer alors qu'il examinait chaque détail de ce train, je me sentais bien d'avoir pris la décision de l'amener. Merci de le prendre au pied levé, dis-je à Damien alors que nous étions dans son garage transformé en salle de modélisme. Tu plaisantes? Théo est une super compagnie. On va probablement rester debout jusqu'à minuit à parler de puissance motrice et de rapport d'engrenage. Damien sourit en ébouriffant doucement les cheveux de Théo. Va profiter de ta soirée de libre. Le plan était de boire une bière avec des potes, peut-être regarder le match au Café des Sports, mais en m'éloignant de la maison de Damien, ce sentiment désagréable de tout à l'heure est revenu plus fort qu'avant. Quelque chose dans l'appel de Julie ne passait pas. Elle avait tellement insisté pour nous faire sortir de la maison, Théo et moi, presque comme si elle avait hâte que nous partions. J'ai essayé d'appeler mon pote Eric pour voir s'il voulait qu'on se voie, mais je suis tombé direct sur la messagerie. Pareil pour Thomas. Super. Me voilà avec une soirée libre et nulle part où aller. C'est là que je me suis souvenu que j'avais laissé ma bonne perceuse dans le garage, la Makita dont j'aurais besoin pour le chantier de demain chez les petits. La maison n'était qu'à 15 minutes. Je n'avais qu'à passer,
attraper la perceuse, et peut-être rester un peu pour dire bonjour aux collègues de Julie, montrer ma tête, jouer le mari solidaire quelques minutes, puis repartir. En tournant dans notre rue, quelque chose a immédiatement attiré mon attention. Des voitures. Beaucoup de voitures. Notre quartier pavillonnaire tranquille ressemblait au parking d'un centre commercial un premier jour de solde. J'ai compté au moins 8 véhicules que je ne reconnaissais pas, garés des deux côtés de la rue près de notre maison. Pour une petite réunion entre collègues, ça semblait excessif. Je me suis garé 3 maisons plus loin, incapable d'approcher de ma propre allée. En marchant vers la maison, je pouvais entendre de la musique. Pas le fond de jazz doux que Julie met habituellement pour les dîners, mais quelque chose avec des basses lourdes qu'on pouvait sentir dans sa poitrine depuis le trottoir. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je marmonné. Les fenêtres de devant brillaient d'une lumière chaude, et je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Bien plus de silhouettes que quelques filles du boulot ne pourraient justifier. Ma femme avait promis une soirée calme. Mais en arrivant à l'improviste, je commençais à réaliser à quel point je me trompais sur ce qui se passait réellement. Je me suis approché de la porte d'entrée, ma clé à la main, mais j'ai hésité. Une partie de moi voulait frapper d'abord, prévenir Julie que j'étais de retour, mais c'était ma maison, merde. Je ne devrais pas avoir à m'annoncer à ma propre porte. Prenant une grande inspiration, j'ai tourné la clé et suis entré. La scène qui m'a accueilli n'avait rien à voir avec ce que Julie m'avait décrit au téléphone. La scène à l'intérieur de ma maison m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas une réunion tranquille entre collègues. C'était une vraie fête. Des inconnus remplissaient chaque coin de mon salon, verre à la main, riant et parlant par-dessus une musique bien trop forte pour un vendredi soir en banlieue. L'odeur d'alcool et de parfums coûteux flottait lourdement dans l'air. Je me tenais dans ma propre entrée, me sentant comme un intrus. Ce n'étaient pas les employés d'associations d'âge moyen que je m'attendais à voir. La moitié de la foule semblait sortie d'une boîte de nuit huppée de Lyon. Des jeunes types en chemise de créateurs, des femmes dans des robes qui coûtaient plus cher que la mensualité de mon camion. C'est là que j'ai repéré Julie. Elle se tenait près de l'îlot central de la cuisine, et elle n'était pas seule. Un type que je n'avais jamais vu auparavant était appuyé contre le comptoir à côté d'elle, se tenant beaucoup trop près à mon goût. Il était plus jeune que moi, peut-être la trentaine, avec ce genre de physique sec qui criait l'abonnement à la salle de sport, et le genre de sourire qui annonçait des ennuis. Sa main reposait sur le bas du dos de Julie comme si elle était à sa place. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont Julie réagissait. Elle riait à quelque chose qu'il avait dit. Ce rire authentique que je n'avais pas entendu diriger vers moi depuis des mois. Son langage corporel était totalement déplacé. Penché vers lui, touchant son bras quand elle parlait, le regardant avec une expression que je pensais réservée pour moi. J'ai senti mes mains se serrer en poing. 18 ans de mariage et je n'avais jamais vu ma femme regarder un autre homme comme ça. J'ai commencé à traverser la foule. Mon travail de dératiseur m'avait appris à naviguer efficacement dans les espaces restreints. Les gens s'écartaient sans vraiment me remarquer, juste un autre gars à la fête. Mais en me rapprochant, je pouvais entendre leur conversation. « Tu es terrible, Maxime » disait Julie en lui tapotant le torse de manière ludique. « Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça à ton patron. » Même son nom sonnait comme des problèmes. Qu'est-ce que je peux dire? La vie est trop courte pour jouer la sécurité tout le temps. Sa voix était douce, confiante. Parfois, il faut prendre ce qu'on veut. La façon dont il la regardait en disant ça a fait bouillir mon sang. Ce n'était pas un badinage innocent de bureau. C'était de la drague, pure et simple, qui se passait directement dans ma cuisine alors que j'étais censé être sagement rangé chez mon frère. Julie. Ma voix a coupé leur conversation comme une lame. Ils se sont tous les deux retournés et j'ai vu la couleur quitter le visage de Julie. Pendant juste une seconde, elle a eu l'air terrifiée. Puis, comme si elle appuyait sur un interrupteur, elle a forcé ce faux sourire que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. « Chris, tu es rentré tôt. » Sa voix était trop brillante, trop joyeuse. « Je pensais que tu passais la soirée avec Théo et Damien. » Les plans ont changé. J'ai gardé mes yeux verrouillés sur les siens, puis j'ai déplacé mon regard vers Maxime. « Et c'est qui, lui ?» Maxime n'a pas semblé dérangé par mon apparition soudaine. Au contraire, il avait l'air amusé, comme s'il profitait d'une blague privée.
Il a tendu la main avec le genre d'assurance qui m'a immédiatement hérissé le poil. Maxime Delorme. Je travaille avec Julie à la fondation. Sa poignée de main était ferme, probablement destinée à être intimidante. Elle m'a tellement parlé de vous. Je parie que oui. C'est marrant, elle ne m'a jamais parlé de vous. J'ai regardé Julie, qui tripotait son verre de vin. Je croyais que c'était censé être une petite réunion entre filles du boulot. Eh bien, tu sais comment sont ces choses, dit Julie rapidement. Le mot a circulé. Les gens ont amené des amis. Ça a juste grossi. Grossi, ai-je répété le mot lentement, le laissant flotter dans l'air. En quoi exactement? Parce que ça ressemble plus à une boîte de nuit qu'à un apéro tranquille. Maxime a gloussé. Il a littéralement gloussé comme si mon irritation évidente était un divertissement pour lui. Et l'ami, y a pas de mal à ce que les gens passent du bon temps, non? La vie est faite pour être appréciée. J'ai tourné toute mon attention vers lui. 20 ans à gérer des clients difficiles et des situations tendues m'avaient appris à lire les gens. Et ce type était un problème avec un grand pétouche et lui criait au coureur de jupons. De ses cheveux parfaitement coiffés à sa montre de prix jusqu'à la façon dont il gardait sa main possessivement près du dos de Julie. Vous semblez assez à l'aise dans ma maison, ai-je dit. Ma voix était calme mais tranchante. Depuis combien de temps ma femme et vous travaillez ensemble? La question a fait mouche. Les yeux de Julie se sont écarquillés et le sourire de Maxime a vacillé un instant avant de revenir. Mais je l'ai vu. Cette fraction de seconde où son masque a glissé. Nous collaborons sur plusieurs projets, a dit Maxime d'un ton mielleux. Julie est incroyablement talentueuse. Très dévouée à son travail. La façon dont il a dit dévouée m'a donné envie de lui en coller une là, tout de suite, dans ma propre cuisine, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de perdre mon sang-froid. Pas encore. Je suis sûr qu'elle l'est. Je me suis approché. Assez près pour que Maxime doive lever légèrement la tête pour maintenir le contact visuel. Dites-moi, Maxime, est-ce que toutes vos collaborations professionnelles impliquent de mettre vos mains sur vos collègues? Chris, arrête. La voix de Julie était aiguë maintenant, défensive. Tu es ridicule. Maxime était juste. Juste quoi? Je l'ai coupé, ma patience s'effritant enfin. Juste en train de devenir un peu trop amical avec ma femme pendant que j'étais commodément hors de la maison. Juste en train de supposer qu'il pouvait prendre ses aises chez moi avec les affaires de ma famille. Le bruit de la fête semblait s'estomper autour de nous. Alors que d'autres invités commençaient à remarquer la tension, je pouvais sentir les regards se tourner vers nous, les conversations s'apaiser. Bien. Qu'il regarde. Qu'il voit exactement quel genre d'homme était vraiment Maxime Delorme. Écoute, mon vieux, dit Maxime, son ton passant de lisse à légèrement agressif. Je pense que tu interprètes mal la situation ici. Ah oui? Je me suis approché encore plus, ma voix descendant dans un murmure dangereux. Parce que de là où je suis, on dirait que tu tournes autour de la femme d'un autre. Et d'après mon expérience, ça te rend soit très stupide, soit très audacieux. Lequel des deux es-tu, Maxime? Maxime s'est redressé, essayant de retrouver sa contenance, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Il décidait s'il devait reculer ou surenchérir dans le jeu qu'il jouait avec ma femme. Écoute, Chris, dit-il en utilisant mon prénom comme si on était de vieux potes. Je pense que tu te fais de fausses idées. Julie et moi travaillons ensemble sur le programme d'aide aux jeunes. Nous sommes juste collègues. Collègues? J'ai laissé le mot rouler dans ma bouche comme si je goûtais quelque chose d'amer. C'est comme ça que tu appelles le fait de mettre tes mains partout sur la femme d'un autre? Chris, s'il te plaît. Julie s'est interposée entre nous, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait quand Théo faisait une crise. Tu fais une scène. Ce sont mes collègues. J'ai regardé autour de moi les visages qui nous fixaient. Certains avaient l'air mal à l'aise. D'autres semblaient divertis par le drame qui se déroulait dans ma cuisine. De toute façon, je me fichais éperdument de leur confort. Combien de temps, ai-je demandé directement à Julie, ignorant complètement Maxime. Depuis combien de temps ça dure? Il ne se passe rien, dit-elle rapidement, mais sa voix s'est brisée légèrement. Tu es paranoïaque. Paranoïaque? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Ma femme organise une fête sur laquelle elle m'a menti,
avec des gens qu'elle n'a jamais mentionnés. Et je suis paranoïaque parce que je remarque qu'un beau parleur gominé a les mains partout sur elle? Maxime s'avança de nouveau, la mâchoire serrée. Et, surveille comment tu lui parles. C'était la goutte d'eau. Le ton protecteur dans sa voix, comme s'il avait le moindre droit de défendre ma femme contre son propre mari, a fait craquer quelque chose en moi. J'ai bougé vite, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce qu'on soit nez à nez. Tu viens de me dire comment parler à ma propre femme. Ma voix était mortellement calme dans ma propre maison. Je pouvais sentir la foule se presser. Les téléphones sortaient probablement pour filmer ce qui allait se passer ensuite. Mais je m'en fichais. Ce type avait franchi la ligne et quelqu'un devait le remettre à sa place. Maxime, ne fais pas ça, dit Julie, sa main sur son bras. Même maintenant, même avec son mari debout juste là, elle le touchait. Essayait de le protéger. Ce geste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors c'est comme ça, dis-je en reculant et en les regardant tous les deux. C'est vraiment comme ça. Le visage de Julie est devenu blême. Chris, tu ne comprends pas. Je comprends très bien. J'ai sorti mon téléphone et commencé à composer un numéro. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as cru que tu pouvais me prendre pour un imbécile dans ma propre maison. Qui est-ce que tu appelles? Demanda Maxime, une partie de son arrogance s'évaporant. La police, dis-je calmement. Pour signaler un intrus qui refuse de quitter ma propriété. L'effet de mes mots fut immédiat. Le visage de Maxime passa de confiant à inquiet en environ 2 secondes chrono. Plusieurs invités commencèrent à se diriger vers la porte sans qu'on le leur demande. Personne ne voulait être là quand les flics débarqueraient. Chris, raccroche, dit Julie avec urgence. S'il te plaît, parlons-en simplement. Parlez. Je l'ai regardée comme si elle avait suggéré qu'on se mette tous à chanter des comptines. Tu veux dire comme on a parlé de ta petite réunion tranquille entre filles? Ce genre de discussion? Maxime a levé les mains dans ce qui était probablement censé être un geste d'apaisement. Écoute mec, pas besoin de mêler la police à ça. Je m'en vais. D'accord, pas de problème. Tu m'étonnes que tu t'en vas. J'ai gardé le téléphone collé à mon oreille même si je n'avais pas encore lancé l'appel. Mais d'abord, je veux des réponses. Depuis combien de temps tu renifles autour de ma femme? C'est pas comme ça, dit-il. Mais sa voix manquait de conviction. Alors c'est comment? Je me suis approché à nouveau. Parce que de là où je suis, on dirait que tu utilises ton job dans l'assaut pour t'approcher des femmes mariées. C'est ça ton plan de jeu habituel, Maxime? Trouver des épouses vulnérables et jouer aux collègues sensibles et attentionnés. Son visage a viré au rouge. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? J'ai regardé Julie, qui se tordait les mains comme si elle essayait de trouver comment sauver la situation. Dis-moi chérie, combien de soirées tardives Maxime a passé à t'aider avec ses programmes pour les jeunes? Combien de fois vous avez pris un café pour discuter de stratégie? Combien de SMS sur le boulot vous avez échangé? Le silence de Julie était une réponse suffisante. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je me suis retourné vers Maxime. Voilà ce qui va se passer. Tu vas sortir de ma maison tout de suite. Et tu vas rester loin de ma femme. Pas juste socialement, professionnellement aussi. Trouve quelqu'un d'autre avec qui collaborer sur tes projets. Tu ne peux pas dicter avec qui Julie travaille, dit Maxime, essayant de récupérer un peu d'autorité. Regarde-moi faire. J'ai levé mon téléphone à nouveau. Je connais des gens dans le secteur associatif, Maxime. Des gens qui siègent au conseil d'administration, des gens qui signent les chèques. Tu serais étonné de voir à quelle vitesse le mot peut circuler sur un employé qui ne respecte pas les limites professionnelles. La menace a fait mouche. La mâchoire de Maxime a travaillé comme s'il voulait dire quelque chose, mais il était assez intelligent pour réaliser qu'il était battu. Après un long moment, il s'est tourné vers Julie. « Je t'appellerai plus tard, dit-il doucement. »« Non, dis-je fermement. Tu ne l'appelleras pas. » Maxime m'a lancé un dernier regard de défi, puis s'est frayé un chemin à travers la foule vers la porte d'entrée. Je l'ai regardé partir, notant comment plusieurs autres invités ont décidé de le suivre. En quelques minutes, ma maison est passée de centre de la fête à presque vide. Julie et moi étions debout dans notre cuisine, entourés de bouteilles vides et des décombres de ce qui avait été notre mariage,
nous regardant à travers un gouffre qui semblait impossible à franchir. Il faut qu'on parle, dit-elle finalement. Ouais, ai-je acquiescé. Il le faut. Avec Maxime parti et la maison enfin vide, Julie et moi sommes restés dans notre cuisine comme deux étrangers essayant de comprendre la suite. Le silence était assourdissant après tout le bruit et le chaos. Des verres à vin vides et des assiettes apéritives encombraient chaque surface. L'épreuve de la fête qui était censée être juste quelques collègues. Chris, je peux expliquer, dit Julie, sa voix petite et incertaine. Ah oui? J'ai ramassé un des verres à vin. Du cher, pas le genre qu'on achetait d'habitude. Tu peux expliquer pourquoi tu m'as menti sur ce soir? Tu peux expliquer pourquoi tu étais collée à Maxime comme une ado amoureuse? Tu peux expliquer pourquoi tu vis une double vie pendant que je me tue au travail pour soutenir cette famille? Elle tressaillait à chaque question comme si je la giflais. Bien. Peut-être qu'il était temps qu'elle ressente une partie de la douleur qu'elle distribuait. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle faiblement. Alors dis-moi ce que c'est. Je me suis appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Parce que de mon point de vue, on dirait que ma femme a une liaison avec son collègue tout en utilisant la condition de notre fils comme excuse pour me faire sortir de la maison. Ne mêle pas Théo à ça. Théo est déjà là-dedans. Ma voix est montée malgré mes efforts pour rester calme. Tu l'as utilisé, Julie. Tu savais que j'accepterais de l'emmener chez Damien si tu disais que le bruit le dérangerait. Tu as manipulé la situation pour pouvoir avoir ton petit ami ici sans que je le sache. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je ne ressentais aucune sympathie. Plus maintenant. Combien de temps, ai-je demandé à nouveau? Et ne me mens pas cette fois. J'ai eu assez de mensonges pour une soirée. 6 mois, chuchota T.L. 6 mois. Une demi-année de tromperie. Une demi-année à rentrer à la maison tous les soirs, l'embrasser pour dire bonjour, demander comment s'était passée sa journée, faire l'amour avec elle, planifier notre avenir ensemble, tout ça pendant qu'elle vivait une autre vie avec un autre homme. 6 mois, ai-je répété lentement. Putain, Julie, 6 mois. J'ai essayé d'arrêter, dit-elle, sa voix devenant plus forte, plus défensive. J'ai essayé d'y mettre fin plusieurs fois, mais Chris, notre mariage. C'était quand la dernière fois que tu m'as regardé comme Maxime le fait? C'était quand la dernière fois que tu m'as fait sentir que je comptais? Je l'ai fixé, incrédule. Tu es sérieusement en train d'essayer de me blâmer pour ta liaison là. Je ne te blâme pas. Je dis juste que les choses entre nous sont brisées depuis longtemps. On est comme des colocataires qui partagent un gosse et un crédit IMO. Il n'y a pas de passion, pas d'excitation, pas de connexion. Alors, tu as trouvé la connexion avec Maxime. Oui, dit-elle avec défi. C'est le cas. Il me fait me sentir vivante à nouveau. Il me fait me sentir belle, désirée et importante. Et Théo, demandai-je doucement. Et notre fils qui a besoin de ses 2 parents? Et la stabilité qu'on a travaillé si dur à construire pour lui? Son visage s'est effondré. J'aime Théo. Je ne ferai jamais rien pour blesser Théo. Mais tu fais quelque chose pour blesser son père. Tu détruis sa famille. Tu risquerais tout ce qu'on a construit parce que Maxime te fait te sentir jolie. J'ai marché vers la table de la cuisine où Julie gardait son ordinateur portable et je l'ai ouvert. Elle m'a regardé nerveusement alors que j'affichais nos informations bancaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. Un retour à la réalité, dis-je en faisant défiler nos comptes. Puisque tu as été si occupée à te sentir vivante et belle avec Maxime, peut-être as-tu oublié ce qu'il faut pour faire tourner cette vie. J'ai tourné l'écran vers elle. Tu vois ça? Notre crédit immobilier, 2000 € par mois. Mon entreprise de dératisation couvre ça. Celui-ci, les séances de thérapie de Théo, l'ergothérapeute et le psychomotricien, 600 € par mois que la Sécu et la mutuelle ne remboursent qu'à peine. Je paie encore 3 cents de ma poche chaque semaine. Julie a détourné le regard, mais je n'avais pas fini. Les crédits auto, les 2 voitures, parce que la tienne est plus récente et plus fiable pour emmener Théo à ses rendez-vous. Les factures, Internet qu'on paie plus cher pour la fibre parce que Théo a besoin d'une connexion rapide pour ses programmes éducatifs, les courses, les régimes spéciaux ça n'est pas donné, les vêtements, les frais médicaux. J'ai cliqué écran après écran de dépenses. Tu veux savoir ce que ton salaire couvre? Peut-être un quart de nos dépenses mensuelles.
Peut-être que le reste vient de moi rampant sous des maisons et gérant des termites et des rats et tout ce que les gens m'appellent pour gérer. Je sais que tu travailles dur. Ah oui? Je l'ai coupé. Parce que quand tu envoies des SMS à Maxime sur à quel point il te fait te sentir vivante, je fais des heures sup pour payer la vie qui te donne le luxe d'avoir une liaison. J'ai affiché nos comptes retraite, notre épargne de précaution, le livret A de Théo pour ses études. Ce n'est pas juste à propos de tes sentiments, Julie. C'est à propos de tout notre avenir financier. Tu veux jeter tout ça pourquoi? Un peu d'excitation, un peu de passion? Ce n'est pas aussi simple, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Si, c'est aussi simple. Tu avais le choix. Travailler sur notre mariage ou le détruire. Tu as choisi la destruction. J'ai fermé l'ordinateur et les regardé directement. Alors, parlons de ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire divorce, partage des biens, modalités de garde, calcul de la pension alimentaire. J'ai gardé ma voix professionnelle. Tu veux être avec Maxime? Très bien, mais tu vas découvrir très vite ce que ta moitié de cette vie coûte réellement. Chris, s'il te plaît. Je ne veux pas divorcer. Je veux arranger ça. Arranger ça. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour. Comment exactement proposes-tu qu'on arrange 6 mois de mensonges et de tromperies? Comment on arrange le fait que tu as choisi un autre homme plutôt que ton mari et la stabilité de ton fils? On pourrait essayer une thérapie de couple. On pourrait traverser ça ensemble. Ensemble. J'ai secoué la tête. Ensemble, ça aurait été de me parler il y a 6 mois quand tu te sentais déconnecté. Ensemble, ça aurait été un conseiller conjugal avant que tu commences ta liaison. Ensemble, ça aurait été l'honnêteté. Je me suis levé et dirigé vers l'escalier. Je vais faire un sac et dormir chez Damien ce soir. Demain, on verra comment dire à Théo que ses parents divorcent parce que maman a décidé qu'elle avait besoin de plus d'excitation dans sa vie. Chris, attends. J'ai fini d'attendre, Julie. J'ai fini d'être patient, compréhensif et solidaire pendant que tu décides ce que tu veux. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. J'ai passé la nuit chez Damien, allongé et veillé sur son canapé pendant que Théo dormait paisiblement dans la chambre d'amis. Mon frère avait jeté un coup d'œil à mon visage quand je suis arrivé avec mon sac de voyage et avait sagement décidé de ne pas poser de questions. Il m'a juste tendu une bière et a dit que le canapé était à moi aussi longtemps que j'en aurais besoin. Vers 6 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS de Julie. Excuses, explications, promesses de changer, menaces de me combattre surtout si j'essayais de divorcer. Le cycle habituel de quelqu'un qui s'est fait prendre et qui essaie désespérément de reprendre le contrôle de l'histoire. Je les ai effacés sans lire au-delà des premiers mots. Théo s'est réveillé tôt comme toujours et a immédiatement voulu me montrer les modifications que lui et tonton Damien avaient apportées au circuit de train. En le regardant expliquer le nouveau système d'aiguillage avec tant d'enthousiasme, j'ai réalisé que c'était ça qui comptait. Ce gamin, son avenir, sa stabilité. Tout le reste n'était que du bruit. Papa, tu es triste à cause de quelque chose, demanda Théo, étudiant mon visage avec cette façon directe qu'ont les enfants autistes de voir à travers les prétentions des adultes. Je gère des problèmes d'adultes, bonhomme. Mais rien dont tu doives t'inquiéter. C'est à propos de maman? Elle semblait différente hier quand elle se préparait pour sa fête. Différente. Même Théo l'avait remarqué. Les enfants autistes peuvent avoir du mal avec les signaux sociaux, mais ils sont souvent incroyablement perspicaces sur les changements de routine et de comportement. Ouais, c'est à propos de maman. Mais Théo, peu importe ce qui se passe entre ta maman et moi, nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Ça ne changera jamais. Il a hoché la tête sérieusement, puis est retourné à ses trains. Gestion de crise, style 10 ans. Vers 9 heures, Damien a émergé de sa chambre avec du café et le genre d'expression qui disait qu'il était prêt à écouter si je voulais parler. Julie a une liaison, ai-je dit sans préambule. Merde. Damien s'assit en face de moi. Depuis quand? 6 mois. Je l'ai surprise hier soir avec un type à ce qui était censé être une réunion tranquille entre collègues féminines. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorce. Garde complète de Théo si je peux l'obtenir. Elle peut avoir sa passion et son excitation avec Maxime, mais elle n'entraînera pas notre fils dans ce chaos.
Damien hocha la tête lentement. Tu as besoin d'un avocat. J'ai besoin d'un bon avocat. Quelqu'un qui comprend les questions de garde pour besoins spécifiques. Je connais quelqu'un qui a géré le divorce de mon pote Stéphane quand son ex a essayé de déménager leur fille autiste à l'autre bout du pays. Elle est coriace et ne plaisante pas. Je te donne son numéro. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, buvant du café et regardant Théo réorganiser ses trains. C'était ça la paix. Pas de drame, pas de mensonge, pas besoin de marcher sur des œufs autour de la mauvaise conscience de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel, pas un SMS. Le nom de Julie sur l'écran. J'ai répondu. Quoi? Chris, s'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. J'ai rompu avec Maxime. Je lui ai dit que je choisis ma famille. Trop tard, Julie. Ce n'est pas trop tard. On peut arranger ça. Non, on ne peut pas. Je passerai plus tard récupérer plus d'affaires. Théo reste ici pour l'instant. J'ai raccroché et éteint le téléphone. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un endroit plus petit, étroit, mais propre et calme. La chambre de Théo était installée exactement comme il l'aimait, avec sa collection de trains et ses livres organisés au millimètre. Il passait les jours de semaine avec Julie et les week-ends avec moi, un emploi du temps qui lui donnait la régularité dont il avait besoin tout en limitant mon exposition au drame de mon ex-femme. Le divorce avait été brutal mais rapide. Julie avait essayé de se battre pour tout, la maison, la garde exclusive, la prestation compensatoire. Elle m'avait dépeint comme un bourreau de travail qui se souciait plus de l'argent que de la famille. Mais sa liaison avec Maxime avait été bien documentée, grâce à plusieurs invités de la fête qui avaient été plus qu'heureux de partager ce qu'ils avaient vu ce soir-là. Au final, elle s'était contentée de la garde alternée et de la moitié de nos biens après les frais d'avocat. Maxime avait disparu du tableau environ 2 mois après le début de la procédure de divorce. Apparemment, la réalité de sortir avec une femme traversant un divorce compliqué avec un enfant à besoins spécifiques n'était pas aussi excitante que de jouer à cache-cache. Qui aurait pu prédire ça? Théo s'adaptait bien au nouvel arrangement. Les enfants autistes s'en sortent souvent mieux avec des emplois du temps clairs et prévisibles, et nos week-ends ensemble sont devenus quelque chose que nous attendons tous les deux avec impatience. Pas de tension, pas d'engueulade, pas besoin de marcher sur des œufs autour des sautes d'humeur de qui que ce soit. Papa, j'ai fini ma maquette de la locomotive Pacifique 231, annonça Théo en brandissant son dernier projet. Elle est parfaite, bonhomme. Tu veux l'ajouter au circuit? Nous avons passé l'après-midi à travailler sur ces trains, à manger de la pizza et à parler de tout et de rien. C'était ça qu'une famille était censée être, confortable, honnête, solidaire. Mon entreprise se portait mieux que jamais. Le mot avait circulé sur ma fiabilité et mon professionnalisme, et j'avais pu embaucher 2 employés à temps partiel pour aider avec la charge de travail. Le revenu supplémentaire signifiait que je pouvais payer les séances de thérapie de Théo sans stress et même recommencer à économiser pour ses études. Vers 17h, j'ai reçu un SMS de Julie demandant si elle pouvait récupérer Théo 1 heure plus tôt, un truc de famille auquel elle voulait assister. J'ai vérifié avec Théo, qui était d'accord pour partir plus tôt, et j'ai préparé son sac. Quand Julie est arrivée, elle semblait différente, plus vieille. Peut-être juste fatiguée. L'excitation et l'énergie qu'elle avait eue pendant sa période de liaison avaient disparu, remplacées par quelque chose qui ressemblait à du regret. « Comment il va » demanda-t-elle en regardant Théo rassembler ses magazines de train. « Bien, vraiment bien. Il parle d'essayer de rejoindre le club de sciences du collège l'année prochaine. C'est merveilleux. » Elle marqua une pause. « Chris, je... » Non, dis-je fermement. On est coparents maintenant. C'est tout. Restons professionnels. Elle hocha la tête, le visage serré. Tu as raison. Je veux juste. Je veux que tu saches que je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai jeté quelque chose de bien. Ouais, tu l'as fait. Mais Théo et moi, on s'en sort très bien sans le drame. Après leur départ, je me suis assis dans mon appartement calme et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La sérénité. Pas d'anxiété sur l'humeur dans laquelle serait ma partenaire. Pas de marche sur des œufs. Pas à me demander si on me mentait. Juste la paix. Théo s'épanouissait.
Mon entreprise grandissait. Et j'étais enfin libre de construire une vie basée sur l'honnêteté et le respect plutôt que sur la manipulation et la tromperie. Il avait fallu tout perdre pour réaliser que ce que j'avais réellement perdu, c'était le poids de porter la malhonnêteté de quelqu'un d'autre. Et ce n'était pas une perte du tout.